Bienvenue sur le podcast des notaires conseils d'entreprise, le premier réseau de notaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs. Plus d'informations sur le réseau dans le descriptif. Pour notre premier épisode, nous vous proposons un échange autour de la paix économique, une table ronde enregistrée à l'occasion du 15e anniversaire de l'association NCE. NCE, notaire, conseil d'entreprise. On va maintenant donc parler de paix économique, je vous l'avais dit, même si on a l'habitude davantage d'évoquer la guerre économique, mais c'est vrai que les entreprises, elles ont aussi un rôle très important à jouer en matière de paix économique, que ce soit en interne, bien sûr, avec leurs collaborateurs ou encore avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs actionnaires. Et pour cela, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Jérôme Cesbron, donc il revient, notaire à Grenoble, président de NCE. Merci de le réapplaudir. Voilà. Également sera avec nous Dominique Steller, il est donc de Grenoble, école de management, titulaire de la chaire de l'UNESCO pour une culture de paix économique. Merci d'applaudir Dominique Steller. Et également avec nous Thomas Michaud, il est ancien sous-préfet, venez à côté de moi Thomas, ancien sous-préfet, dirigeant du cabinet Perspective et Territoire, directeur des affaires publiques de MTB Group. Merci d'applaudir également Thomas. Alors, on va démarrer avec vous, Jérôme, parce que finalement, pourquoi vouloir parler aujourd'hui de ce thème de la paix économique? Comment cette idée vous est venue finalement? Et on peut peut-être faire le parallèle justement entre la paix économique, on verra la place du notaire dans l'entreprise. Mais comment vous est venue cette idée de paix économique? La première fois que j'ai entendu Dominique Steller parler de ce sujet qu'il maîtrise parfaitement bien, ça m'a semblé être une évidence. Le parallèle entre la paix économique et le rôle du notaire était, encore une fois, tout à fait naturel. Et pour s'en convaincre, je vais citer Dominique Steller, s'il m'autorise, quand il définit la paix économique, il nous dit que la paix économique, c'est une orientation pour laquelle une entreprise crée de la valeur sans détruire ses concurrents, sans manipuler ses clients, sans exploiter ses fournisseurs, sans exercer une quelconque violence vis-à-vis de ses collaborateurs, et sans ignorer ses responsabilités sociétales et écologiques, autrement dit, sans nuire à ses parties prenantes, mais en contribuant à leur épanouissement. Et côté notarial, la profession s'est dotée d'une raison d'être. C'est un sujet qui rejoint tout à fait la table ronde. Et la raison d'être du notariat, c'est conseiller avec rigueur et impartialité, accompagner avec humanité et discrétion, exprimer l'équilibre des volontés dans le cadre fixé par la loi, et agir ainsi pour la paix au cœur de la société. Si on fait le parallèle entre ces deux définitions, ou ces deux citations, je crois que tout est dit. On retrouve les mêmes valeurs, on retrouve les mêmes idées fondatrices. Et effectivement, c'est bien ce rôle du notaire. Alors, la Cour européenne de justice a qualifié récemment, officiellement, si j'ose dire, les notaires européens de magistrats de l'amiable. On a cette notion réellement de paix et de recherche de la paix qui est tout à fait dans la même idée, dans le même esprit que ce que défend la chaire de la paix économique. Alors justement, Jérôme, c'est juste une question encore avant de passer la parole, bien sûr, à notre expert Dominique. Cette idée donc, de paix économique, elle s'est aussi concrétisée. Vous avez parlé de la raison d'être dans la loi Pacte de 2019, donc, qui a installé cette raison d'être, les entreprises à mission. Donc, c'est quelque chose qui, on va dire, a concrétisé encore davantage la démarche? Tout à fait. Alors, remettons les choses dans l'ordre. La chaire de la paix économique, sauf erreur de ma part, c'est 2012. Ouais, vous avez été précurseur. La loi Pacte, c'est 2019. Néanmoins, la loi Pacte s'inscrit, alors, est perfectible certainement, ne va peut-être pas assez loin. En tout cas, je vous laisserai exprimer, Dominique, ses idées, mais elle fait un pas, malgré tout, dans cette direction. Pour mémoire, la loi Pacte, d'ailleurs, elle nous concerne directement en tant que praticien et en tant que conseil du chef d'entrepreneur, puisque, d'une part, elle a modifié l'article 1833 du Code civil en ajoutant un second alinéa qui dit que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, très concrètement,
quand on accompagne un chef d'entreprise au moment de la création, au moment de la rédaction des statuts, on a aussi ce rôle, même s'il lui-même n'y avait pas pensé, de le titiller, de le questionner sur le fait de savoir si, oui ou non, on ajoute à son objet social ces notions de RSE. Donc c'est une évolution intéressante proposée par la loi sur laquelle le notariat peut avoir un rôle de vulgarisation. Et puis, on a également, dans l'article 1835, cette fois, un ajout à l'article qui vise les sociétés à mission et qui dit que les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc la remarque précédente vaut aussi pour cette deuxième possibilité. Quand on crée une société, la question peut se poser, doit, par mon sens, doit être posée au chef d'entreprise, de savoir si oui ou non il envisage de rentrer dans cette, dans cette qualification d'entreprise à mission. Alors c'est réellement une qualité qui a une définition juridique, dont une société peut se prévaloir, à condition donc que ses statuts prévoient cette mission. Si on a des sociétés de plus de 50 salariés, on a une contrainte particulière de créer une gouvernance pour contrôler, une gouvernance spécifique qui va contrôler l'adéquation entre la raison d'être et la réalité de l'entreprise et de ses pratiques. Commission qui doit être distincte des organes sociaux existants et qui doit comporter au moins un salarié. L'entreprise doit déclarer cette qualité de société à mission au registre national des entreprises, au RCS, à l'INSEE. Ça va apparaître sur le CABIS, ça doit apparaître sur l'extrait Sirène. Et puis il y a un contrôle a posteriori, il y a un contrôle tous les 2 ans par un organisme indépendant pour vérifier que la société respecte bien cet engagement qu'elle a pris. Donc c'est une première démarche intéressante et dans son concept et dans le rôle que le notariat et le notariat qui conseille le chef d'entreprise peut prendre en charge. Que proposer. Et c'est vrai que de plus en plus d'entreprises vont sans doute adopter ce statut. C'est un peu, on va dire, une vague de fond qui est en train de se mettre en place. Alors justement, pour revenir sur cette notion de paix économique, Dominique Steller, on a la chance de vous avoir parmi nous. Donc, je rappelle que vous êtes titulaire de cette chaire de l'UNESCO pour une culture de paix économique. Alors, on le disait, cette idée de paix économique, elle date de 2012. Vous avez été précurseur en quelque sorte. C'est vrai que la loi Pacte a repris certaines de vos idées, mais finalement, vous, c'est beaucoup plus large encore, cette notion de paix économique que ce que propose la loi Pacte, qui va sans doute, comme on disait, avoir encore des aménagements. Mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, vous, qu'est-ce que vous mettez, alors, donc vous l'avez un peu dit déjà, Jérôme, là, dans cette notion, qui vient un peu en contrepoint finalement de cette notion de guerre économique qu'on évoque plus souvent en réalité. Oui, merci beaucoup. Je prends juste un mot que vous avez dit. En fait, je dirais qu'on n'est pas précurseur, parce que les précurseurs, c'est quand les humains décident de faire société, c'est-à-dire à peu près avant moins 12 000 ans, et qui se rendent compte que travailler ensemble va permettre à la société de bien fonctionner. La question de la paix économique, elle naît là, en fait. C'est pas pour blaguer. Je vais vous proposer de faire 2 choses en même temps que vous m'écoutez. La première, c'est de relever à chaque fois que vous vous dites à l'intérieur de vous « oui, mais ». Ça, c'est la première chose que je vous demandais. La deuxième, c'est d'être attentif à tous les systèmes de représentation. Et excusez-moi, ce que je vais dire maintenant n'est pas du tout provocateur. Je vous ai écouté tout à l'heure, et à partir de cette définition qui parle de la paix, si je reprends les verbatims que moi j'ai entendu attaquer, mieux se défendre, victime, reconquérir des territoires perdus, contrer. C'est de ça, quand on va démarrer au début de parler de la paix économique, on va se dire, OK, on a des intentions, et ensuite on a une représentation du monde. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et dans la représentation globale de qu'est-ce que c'est qu'être humain, je vous pose la question, qui veut la paix prépare la guerre, bien sûr. C'est-à-dire que la représentation globale que nous avons, c'est un être humain agressif par nature et de temps en temps capable de potentielle collaboration, ce qui n'est pas du tout ce que nous dit la science, ce qui n'est pas du tout ce que nous disent les spiritualités depuis très longtemps, mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la science non plus. Donc comment on fait pour travailler sur nos représentations, pour permettre à une mission qui est la vôtre, avec cette définition que j'entends, que je veux bien récupérer, qui parle de paix,
de ne pas se faire piéger dans un système de représentation principalement dominé par un modèle économique dont l'objet, c'est d'entretenir une forme de guerre économique parce qu'elle va permettre de maintenir certains avantages ou certains points clés, le premier étant la question du profit comme une fin en soi, et redonner à l'entreprise sa place fondamentale, qui est créer des biens, des services et des richesses, puisque ça va être ça notre point de départ, créer des biens, des services et des richesses au profit du plus grand nombre. C'est ça l'objet d'une entreprise dans son point de départ. Et il n'est de richesse que d'hommes. Exactement. Donc il y a vraiment la question précurseur. Nous, on l'a pas vu comme ça. Notre vraie première question, ça a été de se dire, si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Et la chose qui va provoquer la création de cette chaire de recherche, c'est un dirigeant qui, quand il va me rencontrer la première fois, va dire ce que je viens de vous dire. Il me dit, j'ai lu un de vos papiers, je suis convaincu, et la raison pour laquelle je viens vous voir, c'est parce que si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Je peux le citer, c'est pas très compliqué, c'est Antoine Raymond que vous ne connaissez pas, mais si vous avez une voiture, vous l'utilisez. Raymond est un groupe grenoblois international aujourd'hui qui est le leader des pièces de fixation dans le monde de l'automobile. Et son propos à lui était vraiment de se dire comment on réinvente une économie, comment on réinvente des entreprises dont l'objet même, c'est se mettre au service de la société. Dans leur raison d'être aujourd'hui, pour laquelle ils sont encore en bagarre avec leur service de com, qui lui est pris dans les représentations du marché, donc dans les représentations de la compétition, alors que la présidence veut voir apparaître dans la raison d'être, nous avons des produits qui doivent être absolument utiles et au service. Et ces deux mots-là, être utile et servir, la com ne la veut pas pour l'instant. Mais ça vous donne une idée de ces représentations. C'est quand même incroyable que la com ne la veuille pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, est en train de faire sens, justement, de plus en plus dans la société. Enfin, on parle depuis la loi Pacte de plus en plus de la nécessité pour les entreprises de ne pas avoir uniquement comme objectif la recherche de profit, mais aussi autre chose. Cette recherche de sens, elle est très importante aujourd'hui. C'est ça. Et pour moi, l'un des intérêts de la loi Pacte, elle est là, mais comme toutes les autres lois, c'est de donner un cadre particulier qui va inciter, qui va booster, qui va donner de l'élan, mais qui doit être dépassé à un moment donné, parce que sinon, elle prend le risque de faire que tout change pour que rien ne change. C'est ça, il ne faut pas que ce soit du très bien faire en tant qu'humain. Ouais, faut pas que ce soit du greenwashing, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, alors une raison d'être, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans Et comme ça devient très connu, alors, excusez-moi, il faut que je prenne une précaution. Moi, je suis là pour soutenir et pour travailler avec toutes ces belles entreprises qui vont dans le bon sens. Et Thomas sera là pour en témoigner. C'est ça notre propos à nous, c'est plutôt de booster ça. Mais comme vous avez démarré en disant la paix économique est aussi une forme de contrepoint, oui. On a aussi dit à un moment donné, et ça a été le tout début, en fait on a démarré la réflexion en 2008. Et en 2008, la première chose qu'on s'est dit quand on a parlé de paix économique, ça a été de dire on ne veut plus entendre tous les jours dans une business school que nous sommes en guerre économique et que nous ne pouvons pas faire autrement. Ça a été une opposition, en fait, notre point de départ. Et dans la définition de la paix économique, il y a toujours la question de l'opposition. Il y a des choses dans nos modèles économiques qui ne sont pas acceptables d'un point de vue du vivre ensemble. Je vais vous prendre un exemple assez facile, puisque la Covid n'est pas encore très loin. Quand, à cette époque-là, on entend sur les ondes qu'une entreprise internationale française verse 4 milliards de dividendes à ses actionnaires et qu'une semaine après, elle demande 980 millions d'aides à l'État pour chômage technique à cause de la Covid, ça rentre dans notre case 1 de la définition de la paix économique, qui est une opposition. Il y a des systèmes qui ne sont pas possibles. Et la loi, à cet endroit-là, pour moi, a un rôle à jouer important. On a créé une deuxième définition un peu plus tard, qui a été l'idée du contrepoint, parce qu'on s'est fait contrer en disant, avec des gens qui nous disaient « mais vous voulez détruire l'économie ». Et notre propos a été de dire « non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est une économie qui se remette au service du bien commun, qui recontribue, le bien commun voulant dire de l'individu à la nature, qui recontribue à la vie, qui repartage, qui se repose la question de qu'est-ce que c'est que partager, qui se repose la question de la place de chacun d'entre nous dans ce système global. Parce que, et je vais citer Hannah Arendt, parce que nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres ensemble. Et ce qui nous donne de la puissance, c'est d'être ensemble. Et c'est là pour moi que vous avez un rôle majeur, c'est de remettre cet être ensemble-là. Alors, on va vous écouter encore tout à l'heure, bien sûr, mais je vais passer la parole à Thomas Michaud, qu'on n'a pas encore entendu. Vous avez donc exercé les fonctions de préfet du Nord de l'Isère. Vous avez travaillé sur des projets pour mieux faire collaborer, justement, pouvoir public, entreprises, et donc entreprises privées, nationaux, collectivités locales. Est-ce que vous pouvez nous citer finalement des cas concrets aujourd'hui d'entreprises, de territoires qui ont réussi à, ensemble, faire cette paix économique dont nous parle justement Dominique?
D'abord, bonjour à tous. Je vais commencer par répondre en rebondissant sur ce que Dominique disait à l'instant, puis je viendrai plus tard, si ça ne vous dérange pas, sur les entreprises, parce qu'il me semble que le chemin pour aller jusqu'à l'entreprise, pour moi en tout cas, il doit être expliqué pour être mieux compris, et les explications que je vais donner vont être en rebond avec ce que Dominique vient d'expliquer. Alors, tout d'abord, moi j'ai commencé ma carrière comme magistrat. J'étais juge des enfants au début de ma carrière, et j'ai fini ma carrière comme procureur de la République. Et ensuite, je suis passé dans le corps préfectoral. Dans le corps préfectoral, je n'ai pas été préfet. Je me suis arrêté sous-préfet. J'étais sous-préfet d'arrondissement, directeur de cabinet de préfet et secrétaire général de préfecture. C'est donc des fonctions d'autorité que j'ai exercées, autorité publique pour le coup, et pas du tout dans l'entreprise sur ma première partie de carrière. Maintenant, je suis passé dans le privé, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là? C'est ce chemin qui me semblait pouvoir être intéressant parce qu'il illustre ce que Dominique peut présenter à l'instant. Tout d'abord, c'est l'expérience que j'ai faite dans ces fonctions d'autorité, finalement, que l'autorité, on la réduit souvent dans nos représentations à l'autoritarisme et au pouvoir. Mais que finalement, notamment sur les fonctions de juge des enfants, quand on exerce son autorité comme un pouvoir, on est sûr d'aller à l'échec. La seule chose qui compte quand on est juge des enfants, finalement, c'est le principe de coopération. Je vous rappelle la mission de juge des enfants, parce que vous la connaissez sans doute pas, c'est la protection de l'enfant, c'est-à-dire protéger un enfant qui vit dans un système familial qui dysfonctionne au point de le mettre en danger. Et pour ça, le juge des enfants a des pouvoirs que la loi lui confie, notamment le pouvoir ultime de séparer l'enfant de sa famille en le plaçant. Ça, c'est des pouvoirs qu'on sait utiliser, qu'on peut utiliser, que parfois on doit utiliser. Mais le constat que j'ai fait, moi, dans mon expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise son pouvoir, j'allais dire la bombe atomique du placement, finalement, on va très souvent à l'échec. C'est parfois indispensable pour protéger l'enfant, mais c'est pas comme ça qu'on va finalement faire évoluer le modèle de fonctionnement de la famille, qui est la seule solution pour que l'enfant soit réellement en sécurité dans sa famille. C'est faire évoluer un modèle, faire évoluer un système qui dysfonctionne et le met en danger. Et donc, c'est cette expérience que j'ai faite en tant que juge des enfants, que la plus grande autorité, venait parfois du fait qu'on renonçait à son pouvoir. Et donc, c'est une histoire de coopération qui se construit avec la famille lorsqu'on accepte de renoncer à son pouvoir pour se mettre au service réellement d'une famille qui dysfonctionne et aider la famille à évoluer. Ça lui permet à elle de se rendre compte qu'elle a une marge de manœuvre, qu'elle a une capacité à s'approprier sa propre histoire et à se transformer pour aller vers quelque chose qui fonctionne mieux. Et c'est donc cette considération qu'on apporte à la famille, cette considération, cette reconnaissance, alors pour le coup au sens de Lévinas et au sens de Ricoeur, pour continuer sur les références philosophiques, qui permet finalement d'avancer. J'ai fait la même expérience finalement en tant que sous-préfet, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Le sous-préfet, il incarne l'État, donc en principe l'autorité et le pouvoir. Mais finalement, dans le système hyper complexe de l'organisation de la société française aujourd'hui, et dans le système hyper mouvant du monde d'aujourd'hui, qui est en changement permanent, le fait d'avoir l'autorité de l'État, ça n'est qu'une petite satisfaction qu'on peut prendre sous l'aspect satisfaction d'avoir un pouvoir, mais c'est finalement un maigre avantage si on veut réellement changer les choses et agir concrètement, puisque la décentralisation notamment, l'évolution permanente du monde font que finalement l'État territorial est assez démuni. S'il veut faire preuve d'autorité, il ne peut imposer que très peu de choses, et s'il essaye d'imposer, en général, ça ne fonctionnera pas. Donc dans cette fonction aussi, j'ai fait l'expérience que finalement, la seule chose qui fonctionnait vraiment, c'était de réussir à entraîner une coopération, à construire avec l'autre, en respectant son pouvoir, en respectant son autorité, en respectant son histoire, en respectant son ancienneté sur le territoire, en considérant là aussi tout ce qu'il était pour pouvoir faire avancer les sujets qui étaient les sujets de l'État que je devais faire avancer de mon côté. Pour aller un tout petit peu plus loin, j'avais envie, moi, d'essayer de faire évoluer l'incarnation de l'État sur les territoires où j'ai servi. Et du coup, j'ai commencé à travailler à la fois sur un besoin qu'avait la sous-préfecture où je travaillais à l'époque, de changer dans ses modes de fonctionnement managériaux, puisque la sous-préfecture évoluait considérablement dans ses missions, mais pas dans les moyens qui lui étaient affectés, ni dans les personnes qui étaient physiquement présentes. Et il fallait donc transformer un modèle avec une contrainte forte d'un public captif, celui en tout cas des collaborateurs, et une difficulté du coup à transformer l'outil que j'avais pour mettre en place de nouvelles politiques publiques. Et j'ai construit avec les acteurs du territoire, qui étaient une collectivité locale et des entreprises, un système qui avait pour objectif de nous aider tous finalement, en mutualisant nos besoins et nos ressources, à travailler sur d'autres modes de représentation de notre management pour permettre de faire grandir nos collaborateurs respectifs. Et c'est en réfléchissant à cette idée que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dominique, qui a donc participé à la construction de ce cycle qu'on a appelé le cycle Liberté, qui a été construit dans l'Isère. Liberté, ça voulait dire laboratoire d'innovation
pour le bien-être et l'épanouissement des parties prenantes du territoire. Je me trompe un peu dans l'acronyme, mais vous me pardonnerez, liberté, c'était l'acronyme réel. L'idée, c'était là aussi qu'en coopérant avec ses collaborateurs en interne de sa structure, en coopérant avec les parties prenantes de son écosystème territorial, on pouvait avoir des gains plus importants. Je ne parle évidemment pas de gains économiques pour une structure comme la sous-préfecture, mais des gains en efficience, des gains en intelligence, des gains en incarnation d'un État au service du territoire et du coup plus à même de faire valoir ses arguments et les politiques qu'il avait à défendre. Tout ça, c'était ce dispositif, et c'est pour ça qu'au départ, j'y ai travaillé avec Dominique. Il était, encore une fois, pour développer de nouvelles formes de management au sein de nos différentes structures. On avait tous, ces différentes structures, des sujets managériaux à faire évoluer, notamment pour renforcer notre efficacité, pour créer une culture d'entreprise plus large ou pour renforcer l'attractivité. C'était les trois grands défis qu'on avait à relever les uns et les autres. Et se mettant ensemble, l'objectif, c'était de mieux arriver à les relever. Et puis ensuite, j'ai proposé au ministère de l'Intérieur, dans le cadre d'un groupe de travail, enfin d'un travail que le ministère m'a confié sur le management dans les sous-préfectures, de développer des expérimentations comme ça un peu partout sur le territoire. Dominique a accepté de soutenir ce travail que je menais pour le ministère de l'Intérieur. Et donc l'idée, là encore une fois, c'était maximiser les efforts de coopération sur tous les territoires pour donner à voir un État plus incarné et mieux au service du coup de ses concitoyens. Pour résumer d'une phrase qui parlera, je pense, un peu à tout le monde, je reviens un peu sur l'expérience de magistrat, mais pour résumer tout ça, j'aurais une phrase toute bête qui est de dire que de toute façon, il vaut toujours mieux un mauvais accord qu'un bon procès. C'est une formule que tout le monde connaît. Moi, je l'ai expérimenté physiquement dans ma chaire professionnelle quand j'étais magistrat et quand j'étais sous-préfet, combien en effet, ce qui fonctionnait le mieux dans notre monde et face aux grands changements du monde, c'était de réussir à se mettre d'accord. Et un mauvais accord, c'est d'abord un accord. C'est un accord, on dit mauvais parce que chacun doit y faire des concessions et que chacun qui partait d'une considération, d'une représentation de ce qu'était sa place et son devenir accepte de renoncer à une partie de ce qu'il avait imaginé pour pouvoir construire un chemin vers l'autre et réussir à avoir quelque chose de collectif. Et ça, c'est toujours meilleur qu'attendre la décision qui va venir de l'autorité et qui va s'imposer. Et la décision qui s'impose, qu'elle soit de la justice ou qu'elle soit du sous-préfet, c'est une décision de toute façon qui portera moins de fruits parce qu'elle sera imposée et qu'elle ne sera pas construite sur une coopération. Et du coup, je refais le lien avec le rôle du notaire, qui en effet peut sûrement avoir, dans son rôle de conseil, très en amont, un rôle de pacificateur avec ses clients pour aller vers des mauvais procès, des mauvais accords plutôt que vers des bons procès et voir éventuellement des bons accords parce que ça peut exister aussi, bien sûr. Non, effectivement, je rebondis, mais en vous écoutant parler, j'avais exactement cette réflexion. On retrouve le mode de fonctionnement, la formation ou la déformation professionnelle du notaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui effectivement va être de chercher l'accord et les concessions qui vont avec pour éviter le contentieux. Justement, un mot pour Thomas, pour quand même aller jusqu'au bout de la question que vous avez posée, ces exemples concrets justement que vous avez pu voir dans l'élaboration de cette paix économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, excusez-moi, j'avais du coup oublié la deuxième partie de la question. Si. Et du coup, ça fait le lien et l'illustration très claire pour la paix économique. Depuis 1 an et demi, j'ai quitté le corps préfectoral et la fonction publique et je travaille à la fois, j'ai créé un cabinet d'accompagnement des transformations de territoire, transformation durable de territoire que je souhaite construire sur la base de coopération, de mutualisation de projets entre la sphère privée et la sphère publique quand ce sera possible. Actuellement, je travaille sur différents projets dans le Lot qui sont tous construits en partenariat public-privé, pas au sens juridique du terme, mais au sens très opérationnel du terme, avec du foncier public et des activités privées qui viennent s'y inscrire. Une addition de projets qui doit faire en principe levier pour renforcer le dynamisme d'un territoire qui est en déprise, y recréer de l'emploi, y recréer de l'activité pour les gens qui y habitent. Tout ça, évidemment, de manière complètement respectueuse de l'environnement, avec du tourisme durable notamment. Mais je suis aussi directeur des affaires publiques d'MTB Group. Alors MTB Group, c'est une entreprise dont je vais vous parler, mais très très rapidement, qui existe depuis une quarantaine d'années, qui a changé de président il y a 10 ans. C'est une promotion interne, si j'ose dire, quelqu'un qui était directeur général à l'époque qui a racheté la société. Depuis 10 ans, cette société grosso modo, multiplié par 4 son chiffre d'affaires et son nombre de collaborateurs. On est aujourd'hui à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 collaborateurs à peu près.
Et tout cela s'est fait sur la base des valeurs de ce nouveau président qui a acquis l'entreprise, qui sont des valeurs extrêmement fortes, qui structurent toute l'activité de la société, qui est une activité double de gestion d'un site de recyclage et de conception, fabrication et installation de solutions de recyclage. Il y a 3 valeurs principales qui irriguent toute l'entreprise. Ce qu'on appelle le zero waste. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans le traitement des déchets, donc traiter le plus de types de déchets possible en allant le plus loin possible dans la récupération des matières premières. Le deuxième effet, c'est l'effet waouh, c'est avoir des sites industriels qui soient exemplaires pour donner envie à d'autres de faire comme nous, pour embarquer le plus possible et permettre justement un travail sur les représentations qu'on se fait de l'industrie, de l'activité économique, dont on pense, nous, dans l'entreprise, qu'elle peut apporter au bien commun. Et c'est bien l'objectif de ces sites waouh que de montrer qu'on peut apporter au bien commun. Et puis une troisième valeur qui est pour nos enfants. Tous les choix de l'entreprise sont faits dans une perspective de long terme, c'est-à-dire que si le choix qui est potentiellement fait sera positif pour les enfants, pour nos enfants, hein, donc les générations futures, est positif, nous le ferons. S'il est négatif, nous ne le ferons pas. Alors pour l'illustrer de manière extrêmement concrète, ça veut dire par exemple que le premier choix stratégique que fait le président quand il rachète l'entreprise, c'est d'arrêter l'export des résidus de broyage de câbles qu'on traite vers la Chine, qui se faisait à l'époque. Ce faisant, il perd 1 million d'euros de marge de l'entreprise. Premier choix, alors qu'il vient de racheter, c'est de se priver d'1 million d'euros de marge. C'est absolument contre-intuitif sur le plan économique, mais lui se dit c'est pas normal, au sens du bon sens paysan, d'envoyer à l'autre bout du monde des déchets plastiques que nous avons produits et que nous avons utilisés pour qu'ils soient mal traités sur place, avec du travail d'enfant, avec de la pollution, et qui nous reviennent ensuite sous la forme de petits jouets qu'on va donner à nos enfants. C'est pas normal, c'est pas sain, c'est pas du bon sens, donc on arrête ça, même si ça nous coûte 1 million d'euros. Ça a permis ou ça a obligé l'entreprise à trouver une solution pour traiter ces plastiques, et maintenant on a inventé une solution qui nous permet de les traiter pour aller vers le recyclage quand les plastiques peuvent être réincorporés, et ça c'est le meilleur des cas, ou pour une valorisation matière quand on ne peut pas, pour des raisons chimiques, hein, les réincorporer. D'autres exemples de ces valeurs de cette entreprise, en dehors de ce choix stratégique majeur initial, c'est celui d'avoir des sites qui sont exemplaires et qui sont aussi exemplaires sur le plan environnemental. Donc les sites les plus récents qu'on a construits sont évidemment équipés de photovoltaïques, ont des parkings qui laissent l'eau circuler pour la qualité de l'eau. On est en train de renaturer complètement un site industriel. L'idée, c'est de casser le béton qu'on a installé progressivement année après année pour pouvoir accueillir nos activités industrielles, pour y remettre de la nature, tout simplement, pour la qualité de l'eau, pour la qualité de vie générale des collaborateurs, mais pour aussi participer à une forme de retour de la biodiversité, y compris dans le site industriel, même si c'est un défi, mais parce qu'il semble que l'entreprise, le choix de l'entreprise, en tout cas, c'est de se dire qu'on a finalement eu un impact négatif longtemps. On essaye de réduire notre impact négatif d'aujourd'hui, mais on essaye aussi de réparer les dégâts qu'on a causés. C'est aussi une considération très forte pour les collaborateurs, considération pour les ressources, hein, vous l'avez compris, mais considération pour les ressources de l'environnement et les ressources collaborateurs, avec par exemple un passage à la semaine de 4 jours pour que les collaborateurs puissent avoir un jour off en semaine, y pratiquer toutes les activités dont ils ont besoin pour gérer leur quotidien en dehors du temps de travail et pouvoir se ressourcer. C'est aussi une qualité de vie au travail au sein de l'entreprise qui est assez considérable. Alors, salle de sieste, salle de sport, des événements festifs ou collaboratifs pour faire vivre le vivre ensemble de l'entreprise. C'est des symboles, une co-visibilité par exemple des bureaux et des ateliers. Les gens aux ateliers voient les gens du bureau travailler, les gens des bureaux voient les ouvriers travailler, et une cantine centrale qui est partagée par tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie dans la cantine. Le patron mange avec les salariés, qu'ils soient ouvriers ou qu'ils soient ingénieurs au bureau d'études. C'est aussi une cantine d'entreprise qu'on a fait venir il y a quelques mois, qui s'appelle la Fabuleuse Cantine, qui est une entreprise qui se développe sur Saint-Étienne et Lyon beaucoup en ce moment, qui est une restauration créative sur la base d'invendus de la production agricole qui sont sourcés à 80 km maximum autour du site industriel. Donc c'est vraiment une vision assez globale et de plus en plus globale de la nécessité de réduire les impacts négatifs et d'aller vers des impacts positifs de l'activité.
Merci beaucoup pour tous ces exemples, parce que je crois que c'est important quand on parle de concepts comme on évoquait, donc paix économique, de voir aussi vraiment les réalisations concrètes que ça peut avoir, hein, parce que c'est pas que des bonnes idées, c'est pas que effectivement des concepts. Mais pour revenir justement sur peut-être une question importante, Dominique, par rapport à ce que nous a dit Thomas, il nous a dit quand même on a accepté de perdre de l'argent à un moment donné, hein, 1 million d'euros, c'est considérable. Est-ce que pour les entreprises, c'est pas difficile aujourd'hui de se dire bah oui, on va faire de la paix économique, c'est une bonne chose, on va donner du sens, c'est important en termes de recrutement, etc. Mais en même temps, est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent finalement? Merci pour cette question-là, parce qu'elle est fondamentale. Et elle est fondamentale, je vais la prendre à plusieurs endroits. Elle est fondamentale sur la question des représentations. Et je vais prendre une anecdote. En juillet, on a les concours d'entrée dans les grandes écoles. En juillet, j'étais président d'un jury pour un jeune qui avait 19 ans. Chez nous, les jeunes interviewent les membres du jury à un moment donné. Donc, ce jeune décide de m'interviewer et il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et je lui dis « Je dirige un centre de recherche sur la paix économique. » Et ce jeune me dit « Ouh là là, c'est pas un peu utopiste cette affaire-là ?» En dehors de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est à 19 ans, manifestement, le modèle qui dit l'objet d'une entreprise, c'est maximiser le profit, est déjà très très bien intégré. Et ce que je voudrais que vous entendiez, c'est l'entreprise, le modèle économique qui dit le but de l'entreprise, c'est maximiser le profit, c'est une représentation du monde. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je trouve que c'est pas la bonne, mais ça n'est qu'une représentation du monde. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça va me permettre de revenir sur des exemples, qui vont compléter celui de Thomas, puisqu'on a là une entreprise qui fonctionne, voire qui hyper fonctionne bien avec toutes ces qualités-là. C'est le bon élève hein, quand même, hein, Tout à fait. vraiment. Hein. Je vais vous donner plein C'est pour d'exemples. ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Je vais vous donner plein d'exemples très différents. On a une petite structure, 80 employés qui est mécène chez nous, puisque cette chaire fonctionne sur des dons d'entreprise, au cas où ça vous intéresse. Une petite structure donc, qui travaille dans la réparation, la vente de compresseurs industriels, etc. Le dirigeant a décidé, il y a quelques années, puisque les salariés se plaignaient de leur salaire, a décidé que, pour vous montrer que la paix économique ne parle pas que de dimensions impalpables, le dirigeant a donc annoncé à ses 80 employés qu'ils allaient en intelligence collective reposer toute la grille salariale et décider en commun des salaires de tout le monde, y compris du sien. Ça, c'est un acte courageux de paix économique sur un sujet majeur, et vous l'imaginez bien, ô combien sensible, surtout dans un pays comme le nôtre, dans lequel les salaires souvent sont masqués. Il y a d'autres pays dans lesquels tout le monde connaît les salaires de tout le monde, chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour vous donner un autre exemple concret, la fameuse entreprise à Raymond dont j'ai parlé tout à l'heure, en 2008, quand on démarre les relations sur la question de la paix économique, ils sont 2500 employés avec 300 millions de chiffre d'affaires. En 2018, ils sont 7500 employés avec 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Quand en 2020-2021, à une table ronde où c'était Antoine qui était venu avec moi, on lui demande qu'est-ce qui a fait cette croissance. Antoine Raymond répond « Je peux vous expliquer techniquement ce qui a fait la croissance, parce qu'il y a des démarches techniques qui ont permis ça. Mais ce qui a fait cette croissance, c'est que depuis plus de 10 ans, on a mis en place un projet qu'on appelle de servant leadership, dont la question qui est derrière, c'est compter ce qui compte. Et bien sûr que les chiffres comptent, bien sûr que le profit compte. Mais ce qui compte, c'est est-ce que mon entreprise est utile? Est-ce qu'elle rend service à la communauté dans les produits qu'elle crée? Est-ce que j'ai des produits qui sont créés qui ne rendent finalement pas service, même s'ils sont très rentables? Et son pari, c'est de dire, et si je crée des produits qui sont utiles à la société, alors ils seront aussi rentables. Et cette perte de millions qui apparaît dans ces choix de départ parce qu'on crée une rupture, c'est clair que quand je fais un changement de paradigme et que je crée rupture, il y a une prise de risque, d'où la notion de courage qui était tout à l'heure. Courage voulant dire j'ai peur au moment où je le fais. Mais généralement, cette prise de risque fonctionne. Et Antoine Raymond de dire à ce moment-là, en fait, cette progression incroyable de 300 millions à 1,2 milliard, elle s'est faite principalement parce qu'on a fait ce choix-là et qu'on a pris des décisions en conséquence. Je vais vous donner quelques décisions. Quand il y a eu la Covid, la première décision qui a été prise, ça a été de dire aux actionnaires, nous ne verserons aucune dividende pour pouvoir préserver tous les emplois. Il y a une autre décision qui a été prise. Ils ont 3 sites industriels aux États-Unis. Ils ont lancé un cabinet de conseil pour aller, pendant la crise, pour savoir comment ils pouvaient économiser. Et la suite de cet audit pour le cabinet de conseil, ça a été de dire, voilà, vous avez un site ABCD. Le A, vous économisez, je prends des chiffres, je ne sais plus les chiffres, je vais dire des chiffres au hasard, 10 millions. Le B, vous économisez 20 millions. Et le C, vous économisez 50 millions. Comme c'est à peu près la même taille, nous, on vous conseille de supprimer le C, vous économiserez 50 millions. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin que de 20 millions. Et à cette dernière phrase, le dirigeant a dit, j'ai besoin que de 20 millions. Alors pourquoi j'irais supprimer le C, puisque lui me rapporterait 50 millions? Réponse du cabinet conseil, pas parce que vous aurez une marge de 30 millions dans la poche. Réponse du dirigeant, oui, hors de question.
parce que le site C, c'est le site qui a le plus investi sur la dimension du servant leadership, c'est le site qui a le plus investi sur la formation de ses collaborateurs pour se mettre au service de la société. Donc je vais supprimer le site B, qui est le site qui me permet de récupérer juste le montant dont j'ai besoin pour réussir à passer la crise. Des exemples comme ça, en fait, il y en a. Une autre entreprise a décidé, il y a un peu plus longtemps, de sauver un de ses concurrents, et je le notifie parce que vous allez voir, ça crée une question légale qui était un peu sous-tendue par mon point où je vous ai titillé tout à l'heure. Cette entreprise se rend compte qu'à un moment donné, un de ses concurrents est en train de mourir parce que perdant son site de production principal dans une coulée de boue de vallée alpine. On est à Grenoble, donc c'est de l'autre côté des Alpes, du côté italien. Le Français va décider d'aller voir l'Italien en lui disant « J'ai besoin d'une concurrence, on est sur un marché très, très concurrentiel, on est sur un marché international, j'ai besoin d'une concurrence, mais j'aimerais établir avec vous une concurrence saine, je viens pour vous aider à vous en sortir parce que je sais que vous avez perdu votre site. » Les premières réactions, parce que ça n'a pas eu lieu qu'une fois, du dirigeant italien, c'est de claquer la porte en disant « c'est pas vrai, vous venez me manger, vous venez me détruire. Vous avez identifié là un marché où vous pouvez récupérer des marges et vous récupérez des parts de marché de façon assez facile. Je ne veux pas rentrer en relation avec vous. » Et puis le Français va insister. Alors Français-Italien, on s'en fout, hein, c'est pas, ça aurait pu être dans l'autre sens. Le Français va insister. Ils vont créer un deal entre eux, ils vont créer une convention où l'entreprise française va dégager des espaces dans ses usines françaises et allemandes, où l'Italien va pouvoir envoyer ses machines-outils récupérées dans l'inondation avec ses ouvriers pour maintenir ses commandes, livrer ses clients, reconstruire son usine pendant ce temps-là et renvoyer tout le monde dans l'usine italienne une fois qu'elle est construite. Conclusion de ça, aucune perte pour le Français. Le Français, lui, il a continué son activité, il a réorganisé un petit peu autrement ses usines, il a utilisé des espaces qui n'étaient pas utilisés. Donc pour lui, en termes de profitabilité, rien de différent. L'énorme différence, c'est qu'il garde un concurrent, il garde un concurrent qui est sain, il garde une relation avec laquelle il est capable de co-construire maintenant de façon efficace, c'est-à-dire une concurrence qui sert, puisque quand l'autre va dans un appel d'offres et que lui va aussi, ils sont capables soit de collaborer parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps, soit de se challenger pour faire des produits meilleurs. Pourquoi ? Pour le service du bien commun. Enfin, voilà, et des exemples comme ça, il y en a à tous les niveaux, du niveau très individuel jusqu'au niveau très juridique. Et la question que j'allais vous poser, en tout cas la question que ça m'a posée, moi, cette situation-là, c'est imaginez, je ne suis pas du tout un juriste moi non plus, donc je vais peut-être dire une ânerie à ce moment-là, mais ce n'est pas grave, vous allez voir ce que je veux dire. Imaginez quand on est dans une concurrence internationale avec une entreprise qui est 4e mondiale et une qui est 5e mondiale, quand la 4e et la 5e commencent à faire une convention en dessous de la table pour essayer de s'entraider sur quelque chose, comment d'un point de vue légal on commence à arriver dans des zones qui sont un peu floues. Et donc la question que nous on a commencé à poser en tant que chercheurs, c'était de dire comment fait-on pour imaginer un système juridique qui joue son rôle, c'est-à-dire qui protège, mais qui n'empêche pas la collaboration, voire mieux, qui permet de la développer. Parce qu'en l'occurrence, quand eux se sont aidés de cette manière-là, les lignes jaunes, elles ont commencé à apparaître de façon assez régulière. Pourtant, à la fin de l'histoire, quand on regarde, on a toujours deux entreprises qui sont totalement indépendantes, qui sont concurrentes, qui n'ont pas fait de choses qui étaient extraordinaires, si ce n'est de sauver les plusieurs milliers d'emplois de cette usine italienne. Donc on voit que la paix économique, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'elle peut être rentable, justement, et même qu'elle va l'être, alors au-delà d'un accord comme celui-là, aussi parce que les salariés sont dans une autre perspective. On va dire que le fait d'avoir l'entreprise, si on prend le statut d'entreprise à mission, même aller au-delà, ça va leur permettre aussi... parfois un meilleur épanouissement. Vous avez parlé tout à l'heure, Thomas, de tous les exemples pour effectivement, alors en allant au-delà de la salle de 7, etc., c'est pas simplement ça, c'est aussi la reconnaissance du travail, c'est d'aller dans une valorisation, c'est d'aller vers davantage d'autonomie, ce qu'on peut appeler le fameux travail réel, qui va au-delà du travail prescrit simplement, et qui permet à l'individu d'avoir une zone où il va finalement être satisfait de ce qu'il fait et où il va comprendre pourquoi il le fait aussi. Et je vais faire un lien dans votre remarque avec deux choses. Vous vous souvenez de cette petite phrase d'un de nos ex-présidents en 2012 qui disait « travailler plus pour gagner plus ». Celle-ci, c'est l'inverse de ce que je suis en train de vous raconter. C'est-à-dire si la représentation du monde et de la vie qu'on crée, c'est de dire à nos enfants il faut travailler plus pour gagner plus, ce qu'on est en train de leur dire, c'est le lieu du travail n'est pas un lieu d'épanouissement, il est le lieu dans lequel tu vas gagner les moyens de t'épanouir ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps passé dans mon temps de travail est quand même, dans ma vie, largement plus grand que le temps passé dans mon temps de loisir. Donc le vrai lieu d'épanouissement, il est a priori plutôt à voir à cet endroit-là. J'ai dit que j'avais 2 rebonds là-dessus, j'ai perdu le 2e rebond. Si, je l'ai retrouvé. C'est la question du sens au travail que vous avez soulevé. Dans les 20 dernières années, dans toutes les écoles de France, Navarre et du monde, et dans les entreprises, s'est posée la question du sens.
la plupart du temps boosté par les pays occidentaux, hein, cette question du sens. Et boosté par les pays occidentaux, ça veut dire boosté sur l'axe individuel. Puisque dans les pays occidentaux, nous n'existons parce qu'à un moment donné, nous atteignons le haut de la pyramide et nous sommes seuls et indépendants. Ce qui n'est pas être humain. Être humain, c'est être en lien et être en relation au milieu des autres. Et la question du sens en Occident est devenue de dire à nos enfants, dis-moi qui tu veux devenir. C'est-à-dire, montre-moi sur cette pyramide comment tu vas grimper le plus haut possible. Ce qui, pour vous comme pour moi, fait qu'à un moment donné, on va stresser parce qu'on sait qu'on n'atteindra pas le haut de la pyramide. On va tenter de l'atteindre le mieux qu'on peut. On essaiera d'avoir quelques médailles, on essaiera d'être président de ci, président de ça, d'être docteur éventuellement, mais on n'arrivera pas complètement. Alors que si la question devenait, dis-moi à quoi tu veux contribuer, et montre-moi ou montrez-nous dans vos entreprises qui travaillent sur la paix économique que le sens, c'est pas d'être le meilleur. Le sens, c'est d'être heureux le matin parce que je sais que je vais travailler avec cet homme-là et qu'avec cet homme-là, on va créer, nous deux, quelque chose de plus grand que nous au service du bien commun. Et là, j'ai un sens qui revient. C'est-à-dire, je reviens dans la communauté humaine et mon travail collaboratif recontribue à la communauté humaine. Pourquoi ? Parce qu'on va compter ce qui compte. Et ça, l'exemple qu'il donnait, envoyer en Chine mes déchets parce que ça me coûte moins cher, voire j'y gagne de l'argent, ça ne compte pas. Ça compte dans les chiffres, mais pas dans le profit réel. Alors, je vais terminer là-dessus. Entendez la différence entre étymologiquement profit, dans le langage moderne profiter, qui n'a pas forcément une connotation uniquement positive, et bénéfice, qui vient du latin benevolente, faire le bien. Qu'une entreprise fasse des bénéfices, et que ces bénéfices lui permettent de faire le bien, et que dans ces bénéfices, il y ait des bénéfices financiers, des bénéfices sociaux, des bénéfices humains, des bénéfices écologiques, puisqu'il venait de donner un exemple écologique, alors oui, le profit compte. Et du coup, je vais redonner un profit, son étymologie du tout début, mettre en mouvement. Le profit d'une entreprise, c'est le mettre en mouvement. Et dans notre regard, le profit de l'entreprise, ce n'est pas sa finalité, c'est la contrainte de l'entreprise pour pouvoir faire quoi ? Rendre son entreprise pérenne. Et que le plus longtemps possible, elle offre des emplois pour la dignité des personnes qui y travaillent et leur donner du sens de contribution à la société, et elle puisse rendre son travail, faire des biens, des services et des richesses au service du bien commun. Et il est là le profit, il est là sa nécessité, il est fondamental. Je ne peux pas imaginer une entreprise non profitable. Oui, c'est pas de la décroissance du tout, hein, la paix économique. Alors, c'est une forme de croissance raisonnée en tout cas. Sans croissance, pas d'économie, ça ne tient pas. Mes collègues économistes nous le montrent assez bien. Mais ce n'est pas une croissance à tout prix. Alors, puisque vous me dites ça, je vais terminer par une dernière anecdote. Il y a 2 mois, j'étais à un colloque à Chamonix, un colloque international, et je rencontre un banquier avec lequel j'ai plutôt sympathisé, qui va peut-être nous aider. Mais il a eu une remarque que je ne lui ai encore pas fait part, je ne le connais pas assez bien. Vous non plus, je ne vous connais pas, j'ai titillé tout à l'heure un autre point, mais lui, je le titillerai à cet endroit-là. C'est qu'on est dans un colloque qui parle du futur, qui parle de l'environnement, qui parle d'un monde différent. Il est là, il m'annonce à la pause qu'il vient depuis 4-5 ans, qu'il trouve ça fabuleux, que ça le nourrit, que ça lui fait vraiment du bien. Et à un moment donné, je me dis, je vais quand même le questionner sur son activité. Je lui dis, mais vous, c'est quoi vos enjeux majeurs pour les années à venir ? Et il me regarde et il me dit, c'est super simple. Croissance, croissance, croissance. L'anecdote, pourquoi ? Pas seulement parce qu'elle fait rire, parce qu'elle montre à quel point c'est compliqué de réussir à repérer en soi quelles sont nos représentations du monde. C'est quoi être humain ? C'est quoi la vie ? C'est quoi faire société ? C'est quoi faire entreprise ? Et que cet homme-là, ce qu'il est en train de me dire, c'est j'ai en moi un élan, si je le regarde sur le bon côté. Il venait à ce colloque parce que ça le nourrissait et qu'il a un élan d'aller bien. Mais il a derrière un disque dur avec un DOS, si vous vous souvenez du DOS ou du Windows, qui tourne en arrière-plan. Il ne le voit plus tourner du tout. Et quand tout à coup on lui repose la question économique, bing, ça redevient la seule chose qui semble valoir, c'est le résultat financier. Thomas voulait peut-être rajouter un mot. Après, je vais vous questionner, puis vous allez pouvoir aussi les questionner. Donc, on va passer bientôt aux questions-réponses. Préparez-les. Thomas. Oui, avec plaisir, pour compléter un petit peu ce que disait Dominique et ce que vous évoquiez là. Bon élève, MTB, je ne sais pas. Et ce n'est pas vraiment le sujet, en fait. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas d'être bons élèves. Notre préoccupation... Pardon, si vous n'avez pas aimé le mot. Mais j'en profite pour rebondir. Ce n'est pas du tout que je ne l'ai pas aimé, c'est que c'est intéressant, je trouve, de rebondir sur ce sujet-là. L'objectif d'MTB, ça n'est pas d'être bon élève, c'est de garantir l'habitabilité de la Terre, en fait. Je ne sais pas si c'est être bon élève que de vouloir garantir l'habitabilité de la Terre pour nos enfants, mais c'est par contre l'enjeu auquel on fait face tous ensemble. Et MTB, dans cet enjeu-là, parce que c'est le bon sens paysan de notre président, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amitié, et il le dit lui-même, donc ça n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est de dire si on veut durer le plus longtemps possible, comme disait Dominique, il faut qu'on inscrive notre activité dans les limites planétaires.
Et les limites planétaires, c'est les limites de ressources que la Terre met à notre disposition. Je vous rappelle qu'au rythme de vie des Américains, il faut 4 planètes par an pour pouvoir faire vivre. Enfin, si le monde entier vivait comme vivent les Américains, il faudrait 4 planètes par an. Ça ne marche pas. La planète, on n'en a qu'une et on sait qu'elle est finie. Donc il faut bien s'inscrire dans ces limites planétaires. Et dans les limites planétaires, MTB en tout cas, c'est sûr, inscrit aussi les ressources humaines, alors qui ne sont pas finies au sens des ressources environnementales, mais qui doivent être préservées, qui doivent être considérées, parce qu'en effet, le seul objectif d'une ressource humaine, c'est pas qu'elle s'épuise au travail, c'est qu'elle puisse se développer et s'épanouir, comme le disait Dominique. Alors peut-être juste pour rebondir sur un autre sujet quand même, qui est que on assiste en effet aujourd'hui à une mutation quand même, on l'espère, de plus en plus forte des modèles économiques. Et si MTB vient témoigner aujourd'hui, c'est pour dire, et c'est du temps et c'est de l'argent que l'entreprise mobilise aussi, et qui n'est pas profitable au sens économique du terme, mais dont elle pense qu'il est profitable sur le long terme, pour dire qu'on peut faire de l'économie autrement. Il y a un grand mouvement qui s'est lancé en France, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une initiative de certaines entreprises qui ont décidé de se former aux enjeux de la transition écologique et de réfléchir à une feuille de route de redirection de leurs modèles d'affaires pour qu'ils puissent être compatibles avec les accords de Paris si possible, et même si possible, aller vers une économie régénérative. Il y avait 150 entreprises il y a 2 ans, il y en a 170 cette année dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis il y en a dans d'autres régions de France. Donc le mouvement est en train de s'étendre. MTB en a fait partie. J'anime un certain nombre d'ateliers dans le cadre de cette convention. C'est-à-dire qu'il y a en effet, on espère en tout cas, un effet tache d'huile. Et cette tache d'huile de la Convention des entreprises pour le climat, c'est comment faire pour que notre entreprise, encore une fois, à minima, respecte les accords de Paris, mais si possible, aille vers une activité régénérative plutôt qu'extractive, c'est-à-dire qui n'impacte pas durablement la planète et qui soit une activité bénéfique pour l'ensemble. Et ça veut dire qu'il faut savoir, il faut compter ce qui compte et valoriser d'autres formes de bénéfices que les bénéfices financiers, c'est-à-dire les bénéfices qu'on apporte au bien commun et pas seulement le cash qui tombe dans la poche des actionnaires ou du président, pour être très caricatural. Effectivement, donc je voulais vous demander de préciser, mais vous l'avez fait, ce que c'était qu'une économie régénérative, parce que c'est effectivement important. C'est une économie où, en fait, où l'activité économique doit produire plus qu'elle ne prend. C'est le modèle en fait, de la nature. La planète, avant l'homme en tout cas, fonctionnait de manière complètement régénérative. La boucle était bouclée, ce qui permettait d'imaginer une infinité de temps. Depuis que l'homme impacte l'environnement, l'anthropocène, et c'est depuis la révolution industrielle, on consomme des ressources qui ne se renouvelleront pas. Donc il y a un moment où on ne les aura plus, et quand on les aura plus, on sera sans doute bien embêté. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une activité économique qui ne réduit pas les ressources à un point que la Terre devienne inhabitable? Et ça veut dire pas forcément décroître, ça veut dire croître intelligemment, ça veut dire ne pas faire croître des choses qui sont finalement mauvaises pour nous collectivement, et faire croître des choses qui sont bonnes pour nous collectivement. Vous voulez réagir, Dominique ? Oui, j'allais juste dire, sachant que vous avez noté qu'il y a toute une partie de la planète qui, dans les 20 ans à venir, va être inhabitable. Pour aller sur la suite de ça, hein, ça va être présent. D'où aussi, ça me permet d'insister sur la question de la paix, puisque quand on nous questionne, nous, sur les différences entre les questions environnementales et les questions de paix, ma première réponse est de dire il n'y a pas de différence, les deux contribuent à la même chose, mais il y a un bout qui dit différemment, c'est la question de la paix. Un monde plus chaud sera un monde plus violent. Si on ne réfléchit pas à une culture de paix, alors on va devoir faire face à ce que ça sera que la violence, sans aucune compétence pour y faire face. Ça me permet un point important, la paix n'est pas quelque chose d'angélique. Une des compétences premières de la paix, si vous êtes notaire, vous la connaissez. Alors moi, je vais prendre le notaire dans là où je le connais. Quand vous divorcez ou quand vous êtes dans un moment d'achat de maison, la paix, c'est pas angélique. Maintenir une relation pacifiée entre des personnes à tension, c'est faire montre de capacité de confrontation au sens le plus sain du terme. C'est accepter qu'il y ait conflit, parce qu'il fait partie de la nature humaine, et c'est voir qu'est-ce que je fais de ce conflit pour en faire un bon accord, plutôt qu'un mauvais procès. Merci d'avoir écouté le premier épisode du podcast des notaires conseils d'entreprise. Pour en savoir plus sur le réseau, rendez-vous dans le descriptif. À bientôt!